Et nous ne sommes pas tout seuls en studio. Nous avons avec nous Rémi Addisson. Bonjour. Bonjour. Je veux dire bonsoir à cause du jeudi. Alors, on va parler de l'Ukraine, révolution de l'aviation militaire. Ça se passera salle Ozette à l'espace Durantis, rue du Colonel Pélissier à Toulouse. Une conférence de l'expert en aéronautique Xavier Titelman, suivie d'un débat en présence des journalistes Cyril Amorski et Alexandre Kéry. Donc, l'aviation, avion de chasse, je présume, d'après ce que j'ai vu sur l'affiche. Alors plutôt effectivement avion de chasse, puisque les avions civils ne peuvent pas voler actuellement en Ukraine, de par la guerre. Donc effectivement, la région s'y prête bien. Toulouse est quand même une région d'aviation. Et Xavier est le rédacteur en chef de la revue Aérocosmos, le rédacteur en chef de la revue en ligne, et depuis que la guerre a commencé, a fait de nombreuses missions, de nombreux reportages sur l'Ukraine, mais son domaine de prédilection, ça reste quand même l'aéronautique. Donc il a fait beaucoup de missions humanitaires là-bas. Donc l'idée, c'est d'amener un regard sur l'aviation aux Toulousains qui ont quand même une affinité particulière avec l'aviation. Et révolution, pourquoi révolution ? Parce que on va dire les forces en présence sont complètement disproportionnées. La Russie a une aviation pléthorique. L'Ukraine ne l'a pas, difficulté à voler. Donc il a fallu réinventer ce secteur qui a une centaine d'années maintenant, qui avait été initié pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a toute cette révolution en marche de l'espace sur le champ de bataille. Et comme on ne voulait pas uniquement parler d'aviation, mais on voulait aussi apporter un regard sur la situation sur le terrain. Xavier, après, sera accompagné pour un débat qui est ouvert aux questions du public et qui est ouvert au public, de Cyril Amorski, qui est un jeune reporter de 22 ans, qui était étudiant en Sciences Po, mais qui a grandi en Ukraine, qui a passé une grande partie de sa vie en Ukraine, et qui a décidé d'aller faire des reportages en première ligne. Donc il a aussi une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Donc lui, il a vraiment un regard de première main sur ce qui se passe sur le front et sa vision en tant que franco-ukrainien, qui est d'ailleurs né à Moscou. Donc il est né à Moscou, mais il est quand même pro-ukrainien et il a cette vision-là. Et enfin, Alexandre, qui est un journaliste français, toulousain, vit en Ukraine depuis 2016 et a travaillé pour un journal en Ukraine qui a fait des reportages et il est de passage en France. Donc on a réussi à rassembler ces trois personnes pour cette conférence qui aura lieu effectivement mercredi soir à partir de 18h30 à la salle O7, qui est l'espace Durantis. L'Ukraine, parce qu'on parle de la guerre que depuis que Poutine a fait son discours, le fameux qui a terrorisé, je crois, tout l'Occident, l'Europe, les États-Unis, parce que ça a annoncé je vais attaquer, et si vous bougez, j'appuie sur le bouton. Aujourd'hui, on est le 23 avril 2024, et on a l'impression qu'il n'y a plus cette peur pour nous, et on passe des armes, alors pas des avions encore, je sais plus si on passe des avions bientôt en cours de préparation. Et les pilotes, donc voilà, savoir jusqu'où on peut monter, parce que c'est vrai qu'il y a ce jeu d'équilibrisme un petit peu. Est-ce que par rapport à cette révolution de l'aviation, on a vu cet avion majestueux qui a été détruit par les Russes, j'ai plus le nom de l'avion. Le Mriya, l'Antonov 225, qui s'est posé d'ailleurs à Toulouse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que pendant la guerre, justement, pendant cette guerre-là, ils arrivent encore à produire, à essayer de produire? Comment ça se passe là-bas par rapport à ça? Parce que nous, on va passer des avions qui sont très bons aussi. Mais eux, est-ce qu'ils arrivent encore en Ukraine à pouvoir imaginer, concevoir des avions? Parce qu'il faut voir l'avenir. Parce qu'il y a la guerre actuellement, mais il y a l'après. Alors, c'est une très bonne question. L'industrie ukrainienne est à 100% tournée sur la guerre maintenant. Donc effectivement, en Ukraine, il y a une forte industrie aérospatiale. C'est d'ailleurs pour ça que Toulouse est jumelée avec Kiev. Parce que historiquement, Kiev est le siège d'Antonov et Toulouse est le siège d'Airbus.
Et il y a une forte dimension aéronautique. Donc avant, Antonov fabriquait des avions civils et militaires, mais il y a aussi des usines qui fabriquent à Donetsk, à Kharkiv, qui fabriquaient des moteurs de fusée. Il y a aussi à Zaporozhye qui fabriquent des hélicoptères et des moteurs d'hélicoptères. Donc il y a cette forte industrie aéronautique présente en Ukraine, mais actuellement elle est complètement à 100% concentrée sur l'effort de guerre pour pouvoir se défendre face à l'agression russe. Une agression qui s'intensifie. Hein. Je sais que je fais Flash Info tous les jours sur Radio Occitanie. J'essaie d'en parler le plus possible de l'Ukraine parce qu'au milieu de tout ça, de toutes ces guerres qu'il y a un petit peu partout, alors on m'a dit qu'on était quand même le monde, pour la première fois depuis longtemps, vraiment en paix par rapport à l'époque et tout. Moi, j'ai l'impression que tout le monde se réarme. Alors c'est effectivement, on a eu une phase de paix mondiale qui n'était jamais arrivée. Moi aussi, c'est ce que j'ai lu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand on regarde l'histoire mondiale, ça a été tout le temps des guerres pendant des centaines d'années. Et on avait cette période de paix où on a cru que la paix était acquise. Et malheureusement, il y a des dictateurs, les dictateurs iraniens, les dictateurs russes, qui ont besoin pour exister de terroriser leurs voisins. Ce qu'on appelle l'impérialisme. Donc on parle beaucoup de l'impérialisme américain. A priori, les États-Unis n'ont pas envahi le Canada ou n'ont pas forcément envie d'envahir le Mexique. Par contre, les Russes, et ils le disent régulièrement sur leur chaîne d'info, les frontières russes ne s'arrêtent nulle part. Donc partant de là, quand vous êtes géorgien, quand vous êtes ouzbek, quand vous êtes tadjik, c'est un peu difficile d'avoir ce voisin. Et les pays baltes l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ont rejoint l'OTAN. Effectivement. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, parce que je reçois des messages, ça plante depuis tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi. Alors des fois ça coupe et puis ça revient. Sur toutes les 5 minutes à peu près, nous essaierons de régler le problème technique. Si jamais vous voulez suivre l'émission de façon fluide, soit vous écoutez la radio, soit vous pouvez la voir en direct, actuellement aussi sur la chaîne YouTube de l'émission. On double tout, pour pouvoir être sûr de pouvoir marcher quelque part. Comme dans l'aviation. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, alors comment ça se passe justement au niveau de l'aviation de ce côté-là? C'est-à-dire doubler En fait, tous les systèmes de sécurité dans un avion sont doublés, voire triplés. En cas de défaillance du système primaire, il y a toujours un circuit qui permet de compenser la perte d'un premier signal. Bon, donc ça va, on suit la ligne justement de l'aviation. Exactement. Mais justement, avec l'écologie, tout ça, il n'y a pas l'avion, il transporte pas plus de matériel, donc ça pollue pas plus. Alors, c'est une bonne question. Ça s'éloigne un peu de l'Ukraine, mais aucun problème pour répondre. Ça dépend de quoi on parle. Quand vous prenez un 380, par exemple, il va consommer le 380. Le 380, c'est le plus gros avion qui existe. C'est celui qui est fabriqué qui était fabriqué chez Airbus avec deux étages. Celui-là, il consomme 4 litres au 100 par passager. Alors effectivement, il y a 600 passagers, donc il faut multiplier. Mais quand vous prenez les SUV que vous avez dans la rue, c'est 8 litres, 9 litres au 100. Donc un 380 consomme moins que le SUV. Et je n'ai pas de problème à vous parler de SUV parce que je suis venu en vélo. Donc moi, sur mes déplacements quotidiens, j'utilise le vélo. Mais effectivement, l'aviation reste... les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation au niveau mondial, c'est moins de 1%. Donc c'est pas énorme quand on compare au transport routier ou même au fret ferroviaire. Nous, le fret ferroviaire, c'est très bien en France, on en fait pas assez, on devrait en faire beaucoup plus parce qu'il tourne au nucléaire. Vous allez en Allemagne, en Pologne, le fret ferroviaire, il tourne au charbon. Et ça consomme énormément. Donc l'écologie, oui, c'est important dans l'aviation et malheureusement c'est aussi important en Ukraine. Donc vous voyez, j'essaie de revenir sur l'Ukraine. La Russie a quand même fait sauter un barrage qui a inondé des zones. La Russie fait sauter des usines. La Russie fait sauter tout ce qu'elle peut en fait. Et ça pollue les sols. Là dernièrement, ils ont mis tellement d'argent dans la guerre en Ukraine qu'ils n'ont plus les ressources pour entretenir chez eux. Et il y a des crues immenses en Russie, et il y en a une qui a débordé et qui est en train d'envahir une mine d'uranium. Et les résidus sont lavés, en fait, sont emportés par la crue. Les résidus d'uranium sont emportés par la crue en aval de cette rivière. Donc oui, l'écologie c'est important, et on voit que ça impacte à chaque fois tous les domaines de la vie.
Là, la Russie, en plus, qui joue un petit peu avec l'usine nucléaire, qui est actuellement occupée. Oui, on s'inquiète tous les 4 matins, on nous dit ça y est, là ça risque de péter. Ensuite on nous dit non, ensuite on nous dit oui. Ensuite il y a des gens qui sont envoyés là-bas pour regarder. Mais les soldats qui sont de véritables, j'ai pas peur de le dire parce que de toute façon je suis en France, non je suis protégé, mais ils sont de véritables bras cassés. Je veux dire à un moment donné, c'est extrêmement dangereux. En fait, ils sont, pour moi ils sont fous dans le sens où ils stockent des armes à l'intérieur des réacteurs nucléaires. Et c'est documenté, il y a des vidéos qui montrent des camions, des chars, des munitions qui sont stockées à l'intérieur des réacteurs nucléaires de la centrale de Zaporizhzhia, des Nerdoirs. Et ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc là, ils se sont calmés parce qu'ils ont vu que ça commençait à monter. Le risque nucléaire suite à Tchernobyl et Fukushima est quelque chose qui est pris très très au sérieux, surtout par les Occidentaux, puisque les vents poussent quand même vers l'ouest. Donc je pense qu'il y a eu quelques messages qui ont demandé d'arrêter de jouer avec ça. Donc ils y entreposent des armes toujours, mais les Ukrainiens ne bombardent pas et ne bombarderont jamais une centrale nucléaire. Ne serait-ce que parce qu'ils veulent la réutiliser et c'est eux qui vivent autour. Exact. Alors que les Russes... ça peut être ça, l'arme nucléaire un petit peu décisive, parce qu'on nous parle beaucoup de bombes, mais ça peut être aussi une usine nucléaire, pourquoi pas, qui fait des effets désastreux aussi pour atteindre des cibles, c'est ça. Alors, pour terroriser. Pour terroriser, mais ça a deux tranchants. La Russie, son objectif, c'est d'envahir et de récupérer toute l'oblast de Zaporizhzhia et de Kherson. Donc faire sauter la centrale nucléaire sur les terres qu'ils souhaitent récupérer, c'est pas logique. Après, effectivement, s'ils voient qu'ils sont en phase de perdre cette zone-là, est-ce qu'ils auront envie de jouer la terre brûlée ? On ne sait pas. Quand ils ont attaqué par le nord, par la Biélorussie, ils sont passés au milieu de Tchernobyl. Alors, moi, je suis passé à Tchernobyl, je suis allé visiter, je suis allé plein de fois en Ukraine, bien évidemment, parce que ma femme est ukrainienne, et on se connaît on est ensemble depuis 2008. Donc, j'ai visité Tchernobyl, et quand on se balade à Tchernobyl, on a toujours un compteur GGR pour être sûr qu'on ne prend pas trop de doses, tout ça. Il y a des vidéos des Russes en train de creuser des tranchées dans le sol de Tchernobyl. Donc, ils n'ont absolument aucune limite et aucun respect pour eux-mêmes, ou alors ils ne sont pas au courant, mais effectivement le risque nucléaire pourrait être fait que faire la terre brûlée, ils décident de faire sauter Zaporizhzhia, mais là ça apporterait des conséquences autres. En effet. Des questions autour de la table? Non. Oui. Moi, j'en reviens à la conférence que vous organisez. Quel a été le processus pour l'organiser? Comment ça vous est venu de créer cette conférence autour de l'Ukraine, mais aussi autour de l'aviation, dont on ne parle pas tant que ça finalement? Alors, c'est une très bonne question. Xavier Kittelman, il fait des vidéos sur YouTube, donc il a 500 000 abonnés environ. Et moi, j'ai commencé à le suivre au moment de la guerre en Ukraine. Il faisait des vidéos explicatives qui étaient très didactiques, très, très intéressantes. Et donc, je me suis abonné à sa chaîne. Tout ça. Et en novembre, j'étais invité à un événement à Paris pour coordonner un peu les actions de toutes les associations françaises de soutien à l'Ukraine. Et Xavier était à cette réunion. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains de jeune fan et je suis allé voir Xavier, on a discuté et on a beaucoup accroché. Lui il va souvent en Ukraine, moi de par mon métier, je peux fabriquer des pièces aussi pour les drones ukrainiens, pour voir comment on peut les aider. Là je suis en train de voir avec un organisme en Ukraine pour fabriquer des crochets pour venir retourner les mines sans que les soldats, en fait, c'est comme des crochets de Batman, ça leur permet de bouger les mines sans risquer d'y mettre les mains. Donc ça, on est en train de les fabriquer, de voir les plans, de les fabriquer. Et donc, Xavier, je lui dis, voilà, moi, je suis prêt à aider, est-ce que tu as des contacts en Ukraine qui pourraient m'aider? Et de fil en aiguille, on a discuté et m'est venue cette idée d'organiser avec lui cette conférence. Donc, je lui en ai parlé et il m'a dit, oui, pas de souci, je suis à Toulouse en avril. Donc, on se trouve une date et on organise ça. Donc, on a un peu galéré pour trouver une salle. On l'a trouvé il y a 2 semaines, mais on a trouvé cette salle et du coup avec Xavier on a parlé de ce qu'il voulait présenter. Toulouse, donc aviation, tout ça c'était lié, et Ukraine. Donc comment on trouve un sujet qui lie Toulouse, l'aviation et l'Ukraine. Donc avec Xavier c'était assez facile. Et comme je disais tout à l'heure, on ne voulait pas uniquement parler d'aviation, mais aussi apporter un regard autre par rapport à la situation sur place, et notamment sur les questions, parce qu'il ne va pas manquer d'y avoir plein de questions à cette conférence. Et c'est le but de Cyril et Alexandre. Ils se connaissent très bien, ils s'appellent les 3 mousquetaires entre eux, parce que c'est un peu les Français qui suivent l'actualité, qui n'ont pas oublié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi au début de l'Ukraine et qui ont laissé tomber. Donc voilà d'où est venue
la genèse en fait de cette conférence. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Alors j'ai un peu laissé tomber, mais on va s'y remettre. On voulait aussi organiser une rencontre entre start-up ukrainiennes et start-up toulousaines. Donc pour ça, on a contacté le B612 ou 613 à chaque fois. Je me trompe. Oui, c'est le 612. Donc il sera OK pour accueillir ça. Donc il faut qu'on trouve une date. Et l'idée, ça serait aussi avec le parrainage de Xavier, qui connaît beaucoup de monde de start-up en Ukraine, de faire venir ces start-up ukrainiennes en France, de les mettre en face de start-up françaises et de voir comment cette émulation peut amener à améliorer la situation et à les faire se connaître, les faire se rencontrer et renforcer les liens économiques. Et l'année prochaine, c'est d'ailleurs les 50 ans du jumelage entre Kiev et Toulouse. Donc ça serait une bonne opportunité d'organiser ça à ce moment-là aussi. Donc Toulouse quand même investi dans ça, le conseil départemental aussi. Alors le conseil départemental est très investi, nous aide énormément, nous a aidé à projeter des films, 20 jours à Mariupol qui a gagné l'Oscar. Donc il y a une projection qui a été organisée au sein du conseil général. Avant ça, ils ont aidé à organiser des conférences, notamment avec Jean Tirole, au début de la guerre. Donc tout ça, nous aide beaucoup. Et effectivement, la mairie. Monsieur Dardelet se bat pour nous trouver des salles, nous aide énormément, vient à nos événements, nous soutient. Et le maire aussi, Monsieur Moudin, régulièrement assiste à nos meetings ou à nos manifestations. Donc là, oui, on parle de start-up, on parle d'entreprise. Donc ça... En Ukraine, ça produit toujours, parce que ce qui est attaqué en Ukraine, moi je vois à chaque fois, on dit que les Russes avancent, on voit des petits territoires, mais c'est vrai que c'est vaste. L'Ukraine, alors comment ça se passe démographiquement parlant? Alors l'Ukraine est plus grande que la France. D'accord. Donc c'est un pays qui est immense, qui a des montagnes, qui a des mers, qui a des grandes plaines, qui a un grand et qui est séparé en deux au milieu par le Dniepr. C'est un fleuve qui est immense. C'est vraiment un fleuve, c'est la Garonne mais à Bordeaux, quoi. Et ils traversent toute l'Ukraine, ils partagent toute l'Ukraine en deux. Donc effectivement, alors quand on dit les Russes avancent, ils gagnent, je crois qu'ils ont gagné 1 kilomètre en 4 mois. Enfin voilà, on est très loin de la grande invasion. Ouais, c'est plus ça. Ils rasent tout. Une fois qu'il n'y a plus rien, effectivement, ils avancent, ils plantent un drapeau, ils ont dit ouais, super, on est là. Mais ça avance pas. Donc effectivement, tout l'est de l'Ukraine était la zone minière et métallurgique. Mais c'est pas que cette zone-là qui est connue. Le Donbass est connu pour ses mines et ses usines et sa métallurgie, mais aussi le centre Kivri, qui a un grand savoir-faire avec Zaporizhzhia sur l'industrie aéronautique. Il y a aussi des mines à cet endroit-là, il y a aussi des industries de sidérurgie. Et l'ouest de l'Ukraine, où il y a plus les startups. Alors, c'est vraiment une image très très osée, mais en gros, on peut considérer, si on reporte ça à la France, que l'ouest de l'Ukraine va être le sud-ouest chez nous, avec plus les startups, tout ça, et l'est va être plutôt le nord, la Lorraine, où c'était très minier, très industriel à l'époque. La comparaison s'arrête là, bien évidemment. Mais effectivement, il y a des zones. Donc le Donbass, ils n'y ont plus accès, effectivement, depuis 2014, puisque la guerre a quand même commencé en 2014. Et là, la région du sud de Kherson était plutôt agricole. Donc toute l'industrie est vraiment concentrée au centre et autour de Kiev. Et celle-là tient bon et a redirigé son effort sur ça, sur la guerre. Bon, c'est vrai que voilà, on espère en tout cas que ça va, parce que là on voit pas que ça bouge. On est parti sur une guerre très longue qui date depuis bien plus que les annonces qu'on a vues fracassantes de Vladimir Poutine. Beaucoup de gens y étaient allés, déjà même des youtubeurs un petit peu. Il y avait le Grand JD qui est excellent, qui était allé, contrairement à d'autres, avec un grand respect. Il y a des youtubeurs qui sont allés, c'était moins classe. Mais c'est vrai que le Grand JD, notre Suisse préféré, y est allé et déjà montrer ce qu'il se passait, puisque beaucoup, on est dans un monde un peu depuis le Covid de complotisme, de choses comme ça, où beaucoup disent ouais, comme par hasard, mais en fait ça avait déjà commencé, et Vladimir Poutine est arrivé au moment où le monde était, a appuyé un peu sur le truc, a décidé d'envahir vraiment, d'essayer, parce que, comme vous l'avez dit, il est dans l'échec lui aussi, voilà, mais essayer d'envahir, et résultat, les gens de suite se sont dit c'est pour faire oublier le Covid, c'est pour faire oublier tout ça, et finalement c'est pour faire oublier la sextape de Griveaux. Pour aller jusque là pour rigoler, mais c'est vrai que non, l'Ukraine est victime de la Russie depuis longtemps. Est-ce que Vladimir Poutine va aller plus loin? Parce que c'est vrai qu'on nous dit toujours qu'il ne se contentera pas que de l'Ukraine. Est-ce que son idée c'est d'aller, je sais pas moi,
envahir pas le monde entier, mais du moins tout le continent. Enfin. Alors, c'est une question. La question se pose. La question se pose. Elle est très ouverte. Alors, c'est que mon avis personnel. Et encore une fois, je suis ingénieur en fonderie, donc je suis pas géopoliticien tout ça, mais c'est mon avis de personnes concernées et intéressées par le sujet. Première chose, la mentalité russe. Il faut savoir que les Russes, comme je vous disais tout à l'heure, pour eux, la Russie, la Grande Russie, c'est de Vladivostok à Lisbonne. Ouais. Les frontières russes ne s'arrêtent nulle part. Donc ça, c'est la mentalité russe. Poutine a dit lui-même que la fin de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXIe siècle. Ensuite, en 2008, il a attaqué la Géorgie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit Nord Stream 1. Ensuite, il a attaqué l'Ukraine en 2014. Qu'est-ce que les Européens ont fait? Ils ont construit Nord Stream 2. Poutine, il a dit c'est open bar. En fait, je peux faire ce que je veux. Il dit vous êtes rapprochés. Il y avait un deal avec Gorbatchev que l'OTAN ne se rapprocherait jamais de la Russie. Ça a été débunké par Gorbatchev himself. Il a dit non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, il n'y a jamais eu d'accord. Et les Baltes, ils ont été bien inspirés de rejoindre l'OTAN quand ils ont vu ce qui s'est passé en Géorgie. Et donc, Poutine, il s'est senti conforté puisque personne ne lui a mis de barrière. Et en plus, non seulement il lui a pas mis de barrière, mais on a continué à faire du business. Donc, que ça soit Nord Stream ou Auchan, pas de souci, on continue à faire du business ou Total avec lui. Donc, il s'est senti pousser des ailes. Ce qu'il avait mal compris, c'est que l'Ukraine a un sentiment de... Alors, on va appeler ça en France, les Ukrainiens vont appeler ça le nationalisme. Mais en France, c'est un mot qui est complètement différent. Ils ne le vivent pas comme ça. Eux, ils ont une langue qui est l'ukrainien, qui existe depuis des centaines d'années, mais qui a toujours été maltraitée par les Russes. Ils n'avaient pas le droit de... On fera le parallèle peut-être avec l'Occitan. C'est interdit de parler ukrainien à la maison. Bon, après, je pense qu'en Russie, les sanctions sont un petit peu plus violentes que pour l'Occitan. Hein. Oui. Mais il y a eu cette russification forcée. Ouais. L'Ukraine a existé avant la Russie. Donc il y a ce sentiment de non, maintenant on est indépendant depuis 91, on veut le rester. Donc l'erreur qu'il a fait, c'est de penser que les Occidentaux ne bougeraient plus, sauf qu'ils ont dit stop, et que les Ukrainiens ne se défendraient pas. Faut pas oublier que au moment de l'indépendance de l'Ukraine, il y a eu un référendum, un vrai référendum, pas celui qui est organisé par Poutine, et toutes les régions ukrainiennes ont voté pour devenir indépendantes, pour faire partie de l'Ukraine. Le Donbass a voté à 70%. Le mythe du Russe maltraité est complètement inexact. Moi, toutes les fois où j'ai voyagé en Ukraine, alors, moins maintenant, mais à l'époque, ça m'arrivait plein de fois dans le bus de voir une fille parler en ukrainien et sa mère répondre en russe. Et tout le monde parle en russe, en ukrainien, il n'y a aucun souci. Les Russes n'ont jamais été maltraités. Il n'y a qu'à voir les vidéos, soi-disant que le Donbass a été bombardé pendant 8 ans. Honnêtement, je n'ai pas vu une seule photo, une seule vidéo d'un bombardement ukrainien à Donetsk. Par contre, je peux vous montrer plein de vidéos de Mariupol, de Orlivka, de Boutcha. Donc non, c'est le narratif russe qui dit que ils ont été obligés d'envahir l'Ukraine pour défendre les russophones. Les russophones n'avaient pas besoin d'être défendus. Ils vivaient très, très bien en Ukraine. En Crimée, les Tatars sont opprimés. Ils n'ont jamais été opprimés, ils ont toujours eu le droit de... Ils avaient même leur conseil des Tatars de Crimée. Il y a une région en Russie qui s'appelle le Tatarstan. Pourquoi ça s'appelle le Tatarstan? Parce qu'il y a 100 ans, les Soviets, ils ont pris tous les Tatars de Crimée, les ont envoyés en Sibérie, ils ont appelé ça le Tatarstan. Et ils ont remplacé par des Russes. Donc c'est pour ça que la Crimée est soi-disant intimement russe, c'est juste qu'ils ont déporté tout le monde, ils ont remplacé. Donc Poutine, voilà, s'est senti pousser des ailes, sauf que les Occidentaux, maintenant, on dit stop, et les Ukrainiens défendront bec et ongle. Et pourquoi ils s'acharnent? Parce qu'ils ont vu, ils savent ce qui se passe dans les territoires qui sont occupés par la Russie. Ils ont vu ce qui s'est passé à Boutcha, ils ont vu ce qui s'est passé à Kherson, dans les chambres de torture, tout ça. Donc c'est leurs compatriotes qui vivent actuellement sous occupation, et ils veulent les défendre quoi qu'il en coûte. Eh écoutez, en tout cas, c'est très intéressant et c'est vrai qu'on va continuer de toute façon de suivre cette guerre qui effraie toujours le monde entier. Se rajoute en plus l'Iran, se rajoute en plus... ça devient un peu inquiétant. Ça devient un peu inquiétant, oui.
Là, il y a une super série qui est sortie en plus sur Amazon Prime. Vous voyez les bombes atomiques qui pètent un peu partout. Là, sortie d'un jeu vidéo, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Fallout. Voilà, c'est une histoire, hein, mais c'est vrai que c'est effrayant parce que c'est effrayant. Il y a de plus en plus de films sur ça. C'est ça. Je trouve. Il faut exorciser ce mal. Après, j'ai lu quelque chose d'intéressant sur l'arme nucléaire. Les Russes passent leur temps à dire qu'ils vont bombarder tout le monde. Ils oublient que nous aussi on a des armes nucléaires et que s'il faut les raser, on les rasera tout pareil. L'arme nucléaire est une arme qui implique, alors c'est un article que j'ai lu, que j'ai trouvé très très intéressant. L'arme nucléaire implique que la personne qui l'utilise, c'est-à-dire le soldat qui appuie sur le bouton pour envoyer le missile, est sûr qu'en retour sa famille va mourir. Et ça, en fait, il y a plein d'exemples dans l'histoire. Enfin, il y a eu quelques exemples dans l'histoire où, notamment, un sous-marin russe avait reçu l'ordre de tirer un missile sur Washington et le gars l'a pas fait. Et du coup, pourquoi il l'a pas fait? Il avait un ordre, il était dans le soviet, enfin, c'était la guerre froide. Il reçoit un ordre du commandant en chef, il le fait pas. Et du coup, il y a eu des recherches et ça a été démontré que, en fait, le soldat qui va envoyer cette bombe nucléaire, c'est pas Poutine parce que lui et toute sa famille, ils sont dans le bunker. Par contre, tous les soldats, en utilisant cette arme, ils savent que leur famille va mourir. Un soldat est prêt à perdre la vie pour son pays ou pour des clopinettes comme les Russes. Par contre, est-il prêt à sacrifier sa femme, ses enfants et ses parents? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Donc c'est pour ça, le risque nucléaire est là, il ne faut pas le nier. Parce qu'ils peuvent prendre un fanatique aussi. Ils peuvent être fanatiques, mais on est fanatique. Il n'y a pas de famille, qu'il n'y a pas de... Oui, mais il faut que tous les 150 personnes dans le sous-marin, ils n'aient pas de famille. Oui, c'est vrai. Donc, oui, c'est impossible. Donc ça devient tout de suite plus compliqué. Donc la responsabilité est telle, et en dernier ressort, elle va tomber sur le soldat qui doit envoyer le missile, que ça peut potentiellement, ça ne sera pas fait. Bon, on espère que vous avez raison, parce que c'est vrai que ça inquiète et on ne sait plus, on aide assez l'Ukraine ou pas, la France, l'Europe. Alors si vous me demandez mon avis, je vous dirais non, parce que je suis concerné. Forcément, j'ai de la famille, j'ai des amis en Ukraine, ma femme a perdu des amis sur le front, donc non, on n'aide pas assez. Après, est-ce qu'on fait au niveau de nos moyens? Je pense que oui. La France fait plutôt que de la quantité, parce que de toute manière la quantité on n'en a pas forcément, elle donne de la qualité. Elle a donné des missiles, des Storm Shadow qui font d'énormes dégâts, et encore une fois ils font des dégâts sur les militaires, là où les Russes tapent que des civils. Elle a livré des systèmes entiers de défense qui permettent d'arrêter les missiles et les drones qui arrivent tous les jours sur les villes ukrainiennes. Mes beaux-parents sont là, ils sont chez moi là en ce moment, et sur leur téléphone ils ont une application, parce qu'ils sont localisés en France, mais ils ont mis qu'ils étaient à Kiev, et donc régulièrement ça sonne le soir parce qu'il y a une alerte aérienne à Kiev, pas à Toulouse mais à Kiev, donc leur téléphone sonne. Donc l'armement que livre la France, il est en quantité insuffisante forcément, mais il est de qualité. Et ça monte en puissance. On a livré une trentaine de canons César. Et il y en a une 70 qui sont commandés, qui devraient être livrés en 2024. Donc c'est du matériel de qualité qui permet de faire vraiment la différence. Et l'industrie occitane est aussi représentée, puisque les obus français sont fabriqués à Tarbes. Donc il y a ça aussi qui monte en puissance. Et après, il y a toute une myriade d'associations, de dons. Beaucoup de gens qui continuent à donner pour l'Ukraine, qui continuent à nous soutenir. On fait régulièrement partir des camions en Ukraine avec de l'aide humanitaire. Écoutez, en tout cas, on espère, je répète, enfin comme tout le monde, quoi qu'il y en a qui sont contents qu'il y ait la guerre. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent, qui sont pro-Vladimir Poutine. Alors honnêtement, j'aimerais beaucoup discuter avec une personne qui est pro-Poutine et qui m'explique les raisons profondes qui le pousse à vénérer une personne qui assassine ses opposants, qui envahit ses voisins, qui ne s'occupe pas de son peuple, en fait, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des inondations qui sont en train d'envahir des mines d'uranium. Donc, il y a les Russes vivent dans la pauvreté, dans la pauvreté extrême pour certains. 120 millions de Russes, il y en a 30 millions qui n'ont pas de toilettes. On a vu les Russes qui pillaient des toilettes et des machines à laver. C'est embêtant. Donc il ferait mieux de s'occuper de son peuple. Et donc oui, j'aimerais beaucoup discuter avec un pro-russe qui m'explique pourquoi
On pourrait l'organiser, l'organiser, donc il faut se le dire, justement, on est là pour ça, parce que c'est vrai que j'en connais, et avec qui je m'entends dans la vie. Moi, j'ai toujours été, dès que j'ai vu pour l'Ukraine, parce que j'y connaissais rien, ce qui se passait, ça a pas, moi j'ai vu un pays envahir un autre pays qui n'avait rien demandé, tout simplement parce que gros paranoïaque, parce que fou de pouvoir, comme le sont ces dictateurs-là, à vouloir... pour montrer qu'ils sont des hommes, monter sur les dos des ours. C'est vrai que moi je vois en Vladimir Poutine un dictateur qu'on a déjà vu qui venait d'Allemagne. Donc voilà, et sur ça je ne modère pas, et il aurait pu être un grand président russe, il aurait pu être incroyable, et il a décidé d'être une sombre merde. Voilà. Et moi j'avoue que je ne comprends pas comment, il avait tout, on l'a reçu à Versailles, on l'a reçu et je comprends pas comment on peut vriller à ce point alors qu'il aurait pu être encore plus grand. Honnêtement, s'il avait été grand, avec les ressources de la Russie, il aurait pu reconstruire économiquement l'URSS. Oui. L'Ukraine est un pays pauvre. Il aurait pu, en faisant ça bien, en développant son pays, plutôt que d'agresser ses voisins, il aurait pu être un modèle et donner envie aux gens de le rejoindre. Sauf qu'il a fait tout le contraire, c'est une kleptocratie. Tout ce qu'il veut, c'est avoir plus de pouvoir, et comme avec ses copains, ils sont tout partagés en Russie, qu'il n'y a plus rien, il lorgne chez les voisins pour aller récupérer ce qu'il y a chez les autres. C'est incroyable. En tout cas, ce sera le 24 avril, on est le combien? C'est demain. C'est demain. C'est demain, mercredi, 18h30, Ukraine, révolution de l'aviation militaire, salle aux Z, espace Duranty, métro Jean Jaurès au Capitole, c'est rue du lieutenant-colonel Pélissier à Toulouse, à partir de 15 €, et n'hésitez pas justement à aller vous renseigner et à y aller aussi pour attendre justement. Alors venez nombreux, venez poser des questions. Alors, encore une fois, j'ai posé que j'ai répondu qu'aux questions avec ma vision, mais les journalistes qui seront là auront aussi leur expérience, donc venez nombreux. C'est mieux si vous inscrivez avant sur Hello Asso, si vous nous trouvez sur notre page Facebook, mais il y aura aussi possibilité de venir et de payer sur place pour assister. Alors pourquoi on demande de payer? C'est pour acheter de la médecine d'urgence, justement. C'est pas pour aller au resto. C'est pour faire des actions humanitaires en direction des populations ukrainiennes. Oui, on se doute bien. Pour avoir déjà participé à quelques événements, justement, avec Ukraine Libre. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Dès que on me contactait, le plateau vous est ouvert. On salue d'ailleurs Mila Popenko, que j'adore, qui est une amie qui vient régulièrement sur Radio Occitanie. En tout cas, merci Rémi Addisson d'avoir été avec nous. Et venez demain. Et c'est noté, en tout cas. Venez le plus nombreux possible. Merci beaucoup.